Heureusement, des années 1990, les trois molécules dont on parle beaucoup pour l'instant en termes de biosimilarité, que sont le rituximab, le trastuzumab et l'infliximab, ont aussi révolutionné les traitements dans ces maladies comme le cancer, enfin les cancers, les lymphomes, les cancers du sein et l'arthrite rhumatoïde et les maladies inflammatoires de l'intestin. Voilà, tous les patients souffrant de ces maladies ont vu leur vie transformée par ces médicaments. Et par conséquent, l'introduction de ces médicaments biologiques a rapidement montré leur importance. Ici, je ne vous montre qu'un seul exemple qui est celui des ventes, en fait, et l'Ovenox ou l'Oxaparine. Vous voyez que le domaine est devenu tout à fait occupé. Alors, un médicament biologique ou biotechnologique peut certainement être copié, tout comme un médicament chimique, mais à la différence qu'on va aboutir ici à une situation qui est soit une simple copie, et on peut en faire des centaines, comme on vous l'a dit, ou un médicament biosimilaire. Et il y a une différence qui est une différence, je vais dire, régulatoire. Alors ça paraît un petit peu artificiel, mais vous allez voir dans un instant que ça n'est pas artificiel. Ça recouvre quelque chose de tout à fait concret, cette différence. Le fait que les autorités réglementaires qui ont développé des règlements stricts à ces autorités réglementaires-là. Donc, la copie d'un médicament biologique pourrait alors être appelée simplement un biogénérique, en quelque sorte, une copie. Non, non plus. Parce que le concept de générique, je ne sais pas si ça fonctionne, voilà, le concept de générique ne peut pas, tel qu'on le connaît, ne peut pas s'appliquer aux médicaments biologiques, et ça, il faut être très clair là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Un médicament biologique, tout d'abord, par définition, c'est un médicament qui est produit dans un organisme vivant. C'est la seule différence. On ne peut pas trop discuter de la nature chimique du produit pour l'opposer à une molécule chimique. C'est la production qui détermine le fait qu'on ait un médicament biologique ou pas. Et actuellement, les chimistes sont incapables de produire, en tout cas sur une échelle de production raisonnable, incapables de produire des molécules complexes comme des protéines comprenant plus d'une vingtaine ou une cinquantaine d'acides aminés. Donc la production est, vous vous souvenez certainement, par la modification d'une cellule. Donc il y a déjà des étapes tout à fait critiques de transfection, de préparation d'un stock de cellules modifiées, qui sont à l'heure actuelle des cellules de mammifères, précédemment des bactéries et des levures. Ensuite, il faut multiplier cette culture cellulaire dans des récipients de plus en plus volumineux. Ça pose aussi énormément de questions techniques. Et puis, il faut extraire, purifier et stabiliser la protéine ainsi produite. Ça, c'est plus standardisé généralement. Enfin, il faut la formuler, et comme ce sont des produits injectables, les formulations sont évidemment plus compliquées que pour des tablettes ou des comprimés. Alors, il y a un point tout à fait essentiel qui échappe parfois à certains, c'est que un médicament biologique, donc produit de la façon dont je vous ai parlé, n'est jamais constitué d'une seule et même molécule dans une préparation. En effet, il y a toujours un mélange de molécules. Pour la bonne raison que dans une cellule, il y a plusieurs enzymes qui entrent en compétition pour les modifications post-traductionnelles. Ça veut dire l'ajout de chaînes hydrocarbonées, par exemple, à la partie du squelette d'acides aminés. Il y a toujours des différences donc entre les enzymes disponibles. Elles entrent en compétition en fait, et de temps en temps, un sucre, une chaîne hydrocarbonée est placée à la place d'une autre. Donc vous avez dans la cellule, pour le même nom, si vous voulez, de molécules, pour l'érythropoïétine, une série de substances légèrement différentes. C'est exactement ce qui se passe aussi dans la production de ces produits pharmaceutiques. La taille, on vous en a parlé, elle est évidente. Hein. Un anticorps monoclonal est à peu près 1000 fois plus gros. Possibilité d'un choix double ou par exemple d'un choix triple, quadruple, etc. Si vous multipliez tous ces choix, il y a 9600 variants possibles. Et si vous pensez maintenant à une préparation, ben, ces 9600 variants peuvent être présents ou pas présents à des quantités différentes. Dans l'endroit CDR, si des modifications se passent à cet endroit-là, la liaison de l'anticorps à sa cible et l'immunogénicité de cette molécule, donc la possibilité pour cette molécule de générer elle-même des anticorps contre elle, sont modifiées. Et donc ces changements automatiquement entraînent des variations. Voilà, en résumé, les médicaments biologiques sont complexes
non seulement à cause de leur structure très compliquée physico-chimique, mais aussi à cause de leur hétérogénéité intrinsèque, dont je vous ai dit qu'elle était inévitable, et en plus en raison de leur production, qui est, on doit l'avouer, assez complexe. Et donc il est impossible de faire une copie exacte, il est impossible de faire un bio générique, ça n'existe pas. Alors, pour ce qui est maintenant de l'introduction, on vous a répété que l'Agence européenne, et d'autres aussi, ont développé un système néanmoins de production de biosimilaires. Il a fallu se mettre d'accord sur certaines règles, et donc on s'est mis d'accord sur le fait que ce développement devait être simplifié par rapport au développement d'un produit biologique original. Pour la simple raison qu'il s'agit d'un concept pharmaco-économique. Il faut que la production coûte moins cher que l'original. Et donc, il faut que les règles soient simplifiées. Et on va vous dire dans un instant comment on les a simplifiées. On ne les a pas du tout simplifiées du point de vue qualité, ça veut dire du point de vue de l'analyse de la molécule, l'analyse chimique de la molécule, parce que là, en fait, la production est plus complexe, puisqu'elle nécessite d'analyser la molécule qu'on est en train de produire et de la comparer strictement à l'original. L'obligation de comparaison se trouve là, dans toute une série d'analyses chimiques qui doivent être faites. Ensuite, pour les développements précliniques et cliniques, là on a simplifié très largement. Le programme préclinique est tout à fait réduit généralement à une étude de tolérabilité chez l'animal, et le programme clinique est réduit généralement à 2 études. Une qui est une étude d'équivalence pharmacocinétique, et si possible pharmacocinétique, pharmacodynamique, donc une étude PK si vous voulez, comparative. Et la deuxième qui est une étude de phase 3. Il n'y a pas d'étude de phase 2 dans le développement des biosimilaires. Et l'étude de phase 3 est généralement unique, dans une indication particulière qui va permettre éventuellement d'extrapoler aux autres indications. Ce qui n'est pas diminué non plus, hein, donc tout ça est réduit. Ce qui n'est pas réduit, c'est la nécessité de la surveillance post-autorisation, donc la gestion du risque, le plan de gestion du risque, le RMP, Risk Management Plan, n'est pas du tout réduit. Au contraire, certains pourraient même penser qu'il est augmenté par rapport à un biologique classique. En fait, c'est le même. Il n'y a pas de différence objective. Alors, pour la comparaison dont je vous parle, la nécessité de comparaison au fur et à mesure de la production, l'agence européenne n'a pas dû, j'allais dire, se casser la tête ou faire des inventions, parce qu'il existe un système reconnu depuis longtemps, reconnu à l'échelle internationale. C'est pour ça que je vous montre que cet organisme reconnaît le mécanisme de comparaison qui s'appelle un exercice de comparabilité, donc qui est basé sur des analyses chimiques successives montrant qu'une molécule reste suffisamment proche de la précédente que pour avoir les mêmes propriétés. Ces variations existent tout le temps au niveau des médicaments originaux. Ils sont modifiés régulièrement et les modifications, il faut s'assurer qu'elles ne produisent pas de différence d'un point de vue qualité, sécurité, efficacité. Voilà donc le but de cet exercice qui est réalisé à de très nombreuses reprises par les originaux. Les autorités regardent les résultats de cette analyse, donc de telle sorte que les caractéristiques physico-chimiques ne diffèrent pas ou pas beaucoup de l'original. Sur ce point, il est important de noter que ce sont des petites variations dues à la production qui sont faites au sein de l'entreprise qui a produit la molécule. Donc elle connaît très bien sa molécule, cette entreprise, elle l'a produit depuis des années, elle a un grand nombre de résultats de tests à sa disposition, elle peut prédire beaucoup mieux qu'un génériqueur ou un biosimilariste, si vous voulez. La firme originale peut prédire si telle ou telle modification mineure de la structure chimique risque d'introduire des modifications cliniques. Et elle se base sur cette expérience pour discuter avec les autorités en leur expliquant que la petite différence qu'on observe n'est pas dangereuse dans ce cas-là. Voilà. Généralement, donc, cette démonstration repose sur toute une série de tests analytiques dont les résultats sont discutés face à face entre les autorités et la firme qui produit le médicament, de telle sorte que ce médicament va rester sur le marché avec une série de petites variations. Parfois, c'est assez exceptionnel, les résultats des analyses chimiques ne sont pas suffisants et on exige de la firme qu'elle produise en plus les données de bioessais sur des cellules ou même des études non cliniques sur l'animal, éventuellement, mais ça c'est tout à fait rare, une étude clinique dans ce cas-là. Alors, pour vous donner un seul exemple qui a été publié récemment par le Dr Schneider, qui travaille à l'EMA,
le nombre de variations qui ont été examinées par les autorités au fil du temps pour le Rémicade, par exemple pour l'infliximab, sont de plus de 35. Hein, en 10 ans, ça veut dire à peu près 3 ou 4 fois par an, la firme revient avec des petites variations, avec l'idée souvent d'apporter une toute petite amélioration au produit, par exemple moins d'impureté, meilleure stabilité, des choses comme ça. Mais ça doit néanmoins s'examiner de près. Voilà. Et pour d'autres produits comme l'Embrel, etc., c'est exactement la même chose. Hein. Les plus récents, là, ont forcément moins d'épisodes de ce type. Donc, ce processus a été repris et appliqué aux biosimilaires, mais donc, avec exactement les mêmes exigences de comparaison chimique, éventuellement aussi de comparaison non clinique et de bioessais, mais avec la réalisation que, enfin, on a réalisé que le producteur d'un médicament biosimilaire n'est pas le producteur de la molécule originale et donc n'a pas toutes ces connaissances intimes de la molécule. Donc il y a là une incertitude supplémentaire. Et les autorités ont jugé que pour, disons, dissiper cette incertitude, il était nécessaire d'exiger presque dans tous les cas une étude clinique supplémentaire, une étude d'équivalence thérapeutique. C'est là, j'allais dire, que le débat a commencé, en quelque sorte. Si on s'était contenté de dire qu'un biosimilaire peut très bien suivre la même voie que les petites variations de la molécule originale, avec simplement des analyses chimiques et une discussion avec les autorités, ça aurait été plus simple. Non. L'Agence européenne a estimé que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait exiger l'étude d'équivalence thérapeutique en plus. Et on va vous montrer un peu plus tard les difficultés de cette étude d'équivalence. Bien, basé sur ce procédé, plusieurs molécules ont été autorisées déjà par l'Agence européenne. Une première vague de 2006 à 2010 qui concerne essentiellement 3 types de molécules, une hormone de croissance, des érythropoïétines et des facteurs de croissance des globules blancs, donc du filgrastim ou GCSF en fait. Vous voyez que ça a été autorisé par paquet. Alors il y a une petite complication ici, dans la mesure où tout ce qui est entouré, donc les produits qui sont entourés sont les mêmes, sont exactement identiques, mais leur dossier a été proposé par des firmes différentes. Il y a eu des accords commerciaux pour que 2 ou 3 firmes parfois présentent le même dossier au même moment à l'agence européenne. Et donc en fait l'agence aboutit à l'autorisation de 3 produits qui sont développés exactement de la même façon, mais qui portent des noms différents, qui vont peut-être être vendus à des endroits différents du monde. Ça complique les choses parce que, par exemple, le filgrastim, le ratiopharm, le biogastrim et le tevagastrim sont la même molécule, alors qu'ils ne sont que des biosimilaires du neupogène, donc de la molécule originale. Alors 2 biosimilaires entre eux ne sont déjà pas biosimilaires, mais les molécules entourées sont les mêmes. Pour le clinicien, c'est une confusion extrême. Il doit chaque fois, avec peut-être les pharmaciens de l'hôpital, vérifier si les molécules qu'il utilise sont soit exactement les mêmes, soit des biosimilaires, soit éventuellement de simples copies. Notez que pendant cette période, certains produits ont été refusés, notamment 2 types d'interférons et 1 type d'insuline ont été refusés comme biosimilaires parce que leur dossier n'était pas complet. Et en particulier pour ces 3 produits, le dossier n'était pas complet d'un point de vue immunitaire. Ces firmes n'avaient pas fait suffisamment de mesures de l'immunogénicité de leurs produits. Il y avait des études cliniques relativement satisfaisantes, mais pas d'études suffisantes de l'immunogénicité. C'est pourquoi ils ont été refusés. Et on va réinsister dans un instant sur l'importance de suivre l'immunogénicité des produits biosimilaires. Voilà. Après ça, il y a une petite pause de 3 ans, 2010-2013, et puis sont revenus l'année dernière une série de produits, dont certains sont encore un filgrastim et maintenant du FSH, mais surtout le premier biosimilaire qui est un anticorps monoclonal, qui est l'infliximab, qui a donc été produit par une firme de Corée du Sud, Celltrion, à Séoul, et qui a été autorisé par l'agence européenne dans en fait toutes les indications de l'infliximab, enfin du Rémicade, donc qui est la molécule originale. Et on aura l'occasion aussi d'y revenir. Tout récemment, on a autorisé en Europe une insuline, qui est l'insuline Glargine, donc qui est une insuline modifiée, dont le dossier était tout à fait complet, donc fabriqué par 2 firmes, Lilly et Boehringer, par rapport donc à l'original de Sanofi, qui est le Lantus. Alors, de façon un peu étonnante, mais on a déjà soulevé cette légère discordance de vue, la FDA a autorisé le même produit à peu près au même moment, mais selon une procédure qui n'est pas la procédure officielle des biosimilaires,
qui est une procédure qui aux États-Unis s'appelle 505B2, c'est bien les chiffres, qui veut dire procédure pour un médicament original, mais qui se réfère en partie à des données existantes, qui sont les données du Lantus. Voilà, donc c'est une procédure un peu mixte, si vous voulez, hybride, qui a été utilisée. La FDA n'a pas accepté la procédure biosimilaire d'emblée pour ce produit, mais comme c'est indiqué un peu plus bas, plus récemment, la FDA vient d'autoriser 2 produits à engager la procédure biosimilaire. Et donc on saura d'ici quelques mois ce que pense la FDA de la procédure qu'elle va utiliser pour la première fois, et de ces 2 produits, le Tsartio d'une part et le Remsima d'autre part ont été proposés. Notez que le trastuzumab de Celltrion, donc équivalent, enfin biosimilaire de l'Herceptine, a été autorisé en Corée du Sud, là où il a été produit, j'allais dire, avec des données, y compris des données cliniques, en janvier de cette année, dans toutes les indications. L'extrapolation a été autorisée dans ce pays-là, mais qui n'a toujours pas été soumis à l'EMA. Il ne le sera probablement pas dans les mois qui viennent. Donc ça veut dire que, supposons que ce produit arrive dans 5-6 mois ou d'autres, on n'aura pas de nouveau biosimilaire avant 2 ans à peu près, hein, puisque la procédure dure plus d'1 an. La procédure d'analyse du dossier dure plus d'1 an. Donc il y aura de nouveau une petite pause, j'allais dire, de biosimilaires dans les années qui viennent. Pour certaines raisons de brevets, les biosimilaires, une fois qu'ils sont autorisés, ne peuvent pas nécessairement être commercialisés dans tous les pays. En Europe, par exemple, le Remsima ou l'Inflectra ne sont commercialisés que dans certains pays, donc, pour lesquels les brevets ne protègent pas le Remicade, alors qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, le Remicade est encore protégé pour quelques mois seulement par des brevets existants. Voilà. Donc les biosimilaires et les copies, je vous dis, c'est pas la même chose, et dans le monde, ben, il y a les deux. Il y a les deux. En Europe, on a une législation très stricte qui est disponible et qui est utilisée. Aux États-Unis, la législation tout à fait similaire est disponible depuis 2012, pas encore utilisée, sauf depuis le mois d'août, elle va l'être. En Chine, par exemple, il n'y a pas de législation, mais une étude récente a montré que sur 382 produits biologiques utilisés en Chine, chez les patients, 361 sont des copies locales, produites dans des conditions qu'on ne connaît pas très bien, par des petites firmes généralement, et ne suivant aucune législation particulière. C'est très étonnant pour un pays comme ça, avec autant d'habitants, de continuer à autoriser ce système. Bon, la Chine annonce chaque fois qu'elle va changer, qu'elle va mettre en place une législation, mais on l'attend pour l'instant. D'autres pays. Alors, quel est le résultat de toutes ces réglementations et ces développements? Eh bien, en Europe, les temps changent, j'allais dire. L'utilisation des biosimilaires, même si elle n'a pas démarré aussi rapidement que l'espéraient les firmes, bien entendu, se fait progressivement. Voilà un exemple ici pour le G-CSF, donc le filgrastim, pour toute l'Europe, qui vous montre que son utilisation maintenant dépasse 50% globalement du marché, je vais dire, des G-CSF en Europe. Donc il lui a fallu ici 4 ans à peu près pour prendre la place des médicaments originaux, et voilà à peu près le pourcentage. Le pourcentage varie d'un pays à l'autre, comme vous le voyez. Dans certains pays, on n'utilise plus que exclusivement des biosimilaires du G-CSF, comme les pays notamment de l'Est, mais aussi des pays comme l'Angleterre, la Norvège et la Suède, où les payeurs, puisque ce sont des pays qui regardent strictement à leurs dépenses, ont considéré que c'était quand même un avantage économique suffisant pour l'utiliser. Dans d'autres pays, et je ne citerai pas celui qui se trouve tout au-dessus de la liste, j'espère que vous ne pouvez pas le lire, mais ceux qui savent le lire verront que c'est la Belgique, on n'en utilise pas. C'est pour des raisons financières exclusivement. Je vais vous dire simplement, en Belgique, les hôpitaux ont le droit de faire des négociations avec les firmes pharmaceutiques pour obtenir des rabais, et le bénéfice de ces rabais va dans